Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on va évoquer plusieurs sujets, plusieurs questions. On va aborder le cas du PSG qui va faire son match contre Dortmund en Allemagne. Et on va évoquer le cas et la possibilité de l'élimination avec ce sujet de si le PSG est éliminé, est-ce un véritable échec au vu d'une reconstruction, etc. Un sujet que j'ai un peu perçu sur des plateaux de foot, de journalistes, d'analystes, etc. On va prendre en compte mon analyse là-dessus et j'évoquerai ce que certains disent. On va évoquer le cas Mbappé en tant que numéro 9, parce que c'est un grand sujet. Moi, je vous ai déjà dit par le passé qu'à mes yeux, ça y est, il pourra être un numéro 9 petit à petit et tout. Certains disent que c'est pas possible, c'est un joueur à gauche, etc. On va bien en parler aussi. On va revenir sur le Barça et la difficulté avec Xavi, qui évoque, encore une fois, cet aspect de reconstruction, eux aussi, que c'est normal, voilà, dans parfois des défaites, parfois des victoires et tout. Est-ce que le Barça est encore en reconstruction et que c'est pardonnable? Est-ce que Xavi est en danger? Est-ce qu'il est fautif? Et on revient sur la dernière question qui va fâcher beaucoup de supporters du Barça, que j'ai envie d'aborder. Est-ce que Dembélé manque au Barça? Voilà. Donc on revient sur le premier sujet, celui du PSG. Alors, est-ce que, si le PSG est éliminé et se retrouve en Europa League, est-ce un véritable échec dans la saison? Est-ce qu'il faut remettre en question les choses ou pas? Je suis tombé sur le sujet dans certains plateaux, certaines radios, etc., qui disaient si Paris est éliminé et se retrouve en Europa League, c'est pas le plus grand échec, c'est pas si grave que ça, et au final, faut pas remettre en question l'avancée de ce nouveau projet, qu'il y a des choses qui vont s'améliorer, des choses s'améliorent petit à petit, etc. Donc déjà, moi, les gars, bon, peut-être que je vais être dur, peut-être qu'on va croire que je suis dur, mais à un moment donné, les gars, il y a des choses qui sont mises en place. Un nouvel entraîneur qui est mis en place, des joueurs qui sont payés, mais très très cher, un mercato qui a coûté très très cher. Il y a un projet du PSG d'être de plus en plus grand. Et les erreurs du passé, est-ce qu'elles ont été résolues? Est-ce que... J'en sais rien. Mais, bien entendu, que c'est un immense échec pour Paris de se retrouver en Europa League, les gars. T'as Mbappé, Dembélé, Donnarumma, Marquinhos, Skriniar, Hakimi, Asensio. Bref, je vais pas tous les faire un par un. T'as un joueur qui cherche le ballon d'or depuis quelques années, qui postule comme l'un des top 3, top 4, vas-y, comme vous voulez, ça dépend de la forme, mais pour être l'un ou le meilleur joueur du monde, il se bat pour. Potentiellement, il est là. Il est l'un des joueurs les plus chers du monde. Tous les clubs auraient voulu, et qui serait titulaire dans tous les clubs du monde. Mbappé. Et t'as tout ça dans ton équipe, avec Luis Enrique, et tu vas en Europa League et tu vas me parler de reconstruction, en fait, là. Mais la reconstruction, les gars, des grands clubs, ça passe pas. Parce que là, dans l'esprit des gens, en fait, je sais pas si c'est moi qui tombe ou si c'est les gens qui pètent les plombs. La reconstruction ne veut pas dire, ça y est, tu redeviens 10e de ton championnat, tu vas en Europa League... c'est des échecs de faire ça. Ça, c'est tombé. Vous pourrez me prendre des exemples. Oui, mais ce club est... Mais ces clubs-là, c'est pas le PSG. Le PSG, on sait c'est quoi. Le PSG qatari, on sait comment c'est un peu parfois la catastrophe. Donc ne prenez pas l'exemple de certains clubs qui vont se retrouver en Europa League et qui derrière ont rebondi. Parce que déjà, t'as aucune assurance de rebondir en allant en Europa League. Tu sais pas de quoi demain sera fait. Et puis, il y a une question On me dit les nouveaux projets, ensuite l'année prochaine et tout. Mais si Mbappé s'en va, vu qu'il a pas prolongé, si Mbappé s'en va, t'as construit autour de lui des choses. Tu dois recommencer à zéro l'année prochaine. Tu dois recommencer à zéro. Parce que si on compte le nombre de buts actuellement, là, c'est Mbappé qui détient le nombre de buts très très élevé du PSG. Si t'as plus Mbappé demain, c'est un nouveau projet? Ou c'est la continuité de ce projet de cette saison qui démarre cette saison? Parce qu'un nouveau coach ne veut pas dire un nouveau projet. C'est pas que ça. Donc moi, à un moment donné, je me pose des bonnes questions. De quoi seraient satisfaits les supporters du PSG à ce que leur club aille en Europa League sans avoir l'assurance d'être plus grand l'année prochaine, en fait. Parce que pour l'instant, t'es pas plus à l'abri que les années d'avant. C'est juste que t'as moins de stars qu'avant, c'est tout. Mais tu commences à avoir un visage qui n'est pas toujours très séduisant. Et à un moment donné, c'est pas parce que t'as perdu Neymar, Messi que c'est la fin d'un cycle. Non, non, non. En vrai de vrai, non. Oui, faut laisser le temps à des coachs. Moi, je suis d'accord avec les coachs.
tu leur mets 2 saisons, vas-y, on va voir s'il y a de la progression. Mais ce que je voyais au début de saison du PSG, et c'est à chaque fois pareil avec le PSG, parce que ce que j'ai vu au début de saison de l'année dernière aussi avec Neymar, Messi, passe engagement, tac, ça marque, et tu te dis mais là ils sont trop forts et tout contre Lille, contre... Même sans Messi, même sans Mbappé, je me rappelle, c'était incroyable aussi. Là, t'as eu un très bon début, mais après ça n'a pas été très très rassurant. Hein. Donc, qu'est-ce qui est en train de s'instaurer qui rassure autant les supporters au point que certains, voire même spécialistes, viennent à dire si le PSG est en Europa League, c'est pas si grave que ça. Ah bon? T'as tout de mieux que les autres équipes de ton groupe, presque. T'as tout. T'as l'argent, t'as le coach, t'as les joueurs mieux payés, et t'as la capacité de mieux recruter. Même si le groupe est relevé, je suis d'accord. Mais un groupe relevé, il y a 2 qualifiés. Pourquoi tu fais partie des 2 éliminés? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Maintenant, tu me dis Paris éliminé en 8e contre le Bayern City, éliminé en quart et tout. Ça, c'est pas... Ça, voilà, ça peut se discuter parce que t'es entre qualifiés et parfois le qualifié contre qui tu joues. Voilà, c'est comme s'il y a Bayern City, un des 2 qui est éliminé. Hein. Mais éliminé en groupe, te retrouver en Europa League, c'est un immense échec pour le PSG. Moi, on pourra me parler de tout ce qu'on veut, c'est pas comme ça. Une reconstruction, ça ne veut pas dire que tu redeviens un petit club. Sinon, c'est quoi? T'es 10e, t'es relégable, tranquille les gars, reconstruction, c'est pas comme ça. Quand tu mets les moyens, sinon ne mets pas les moyens. Et laisse les jeunes du centre de formation. Et là, tu me dis, c'est quelque chose de nouveau. Mais là, tu fais en sorte de recruter pour maintenir quelque chose de haut. Pas pour partir d'en bas. Je vois des titulaires, moi. Je vois des Marquinhos, des Skriniar, je vois des Donnarumma. Alors, on me parle de Donnarumma qui avait été l'un des meilleurs goals du monde. On me parle d'Mbappé qui postule Ballon d'Or. On parle de Dembélé qui a été recruté au Barça. On me parle de 2 attaquants, Gonzalo Ramos, Kolo Muani qui a dépassé je sais pas combien de millions. Oh, on peut pas me dire là, les gars, on part en dessous des autres. Vous partez pas en dessous des autres. Donc voilà. Maintenant, concernant Mbappé, les gars. Numéro 9, pas numéro 9. Moi, les gars, c'est en train d'avancer vers ce que je vous disais. Mbappé, petit à petit, sera un numéro 9. Maintenant, est-ce que c'est son meilleur poste? Ça n'a pas été, par le passé, son meilleur poste. Mais est-ce que le Mbappé du passé et d'aujourd'hui, c'est les mêmes? Est-ce que Mbappé de côté, c'est le même que le Mbappé d'il y a 2 ans sur le côté gauche? Est-ce que dans les petits espaces, c'est pareil? Est-ce que en 1 contre 1 ou en 2 contre 1, c'est pareil? Est-ce que les allers-retours, c'est pareil? Est-ce que physiquement, c'est pareil? Est-ce que mentalement, c'est pareil? Je sais pas. Pourquoi le coach, avec son meilleur élément, ne le mettrait pas dans son meilleur poste? Faut aussi se poser les questions. Faut arrêter de se dire le coach est bête, le coach est... Pourquoi? Moi, je pense que petit à petit, Mbappé sera de moins en moins un joueur de couloir. Et qu'il avance un peu vers le profil, pas le profil CR7 dans le style, mais dans le parcours. CR7, un pur ailier qui est devenu un attaquant. Sauf que lui, ce ne sera pas un attaquant sur qui tu joues en tête, etc. Même si c'est joué en remise et tout. Mais ça va être un attaquant beaucoup plus en déplacement. Au lieu que ce soit sur une ligne de côté, il se déplacera un peu à gauche, à droite, un peu partout. Moi, je le vois comme ça. Et s'il est amené à ne pas prolonger et à aller au Real, il sera à ce poste-là aussi. Parce que ça peut être bénéfique pour lui, par contre, si autour, il a des véritables ailiers et un véritable milieu. Là, on ressentira moins le Mbappé qui n'est pas à son meilleur poste, comme certains le disent aujourd'hui. Je pense qu'un Mbappé en pointe... En fait, Mbappé aujourd'hui n'est plus, à mes yeux, au présent. Mbappé aujourd'hui, quand il est en pointe, parce qu'il ne peut peut-être plus jouer à gauche comme avant, et qu'il s'oriente plus vers un attaquant maintenant de pointe. Quand je dis de pointe, c'est pas l'attaquant qui attend dans la zone, c'est pas... ce que lui reprochait en étant pivot gang, non, là il reprochait de mettre l'importance sur le ballon à Messi et Neymar, là où lui, limite, voulait s'en débarrasser. Donc c'est plus dans le sens où là, il peut participer au jeu en étant attaquant comme ça, et même parfois être un peu excentré à gauche, sans être un grand à gauche, mais à gauche, vous me comprenez, il peut commencer parfois ses actions de gauche et ses appels aussi. Mais il est dans une équipe moins forte, il ne sera pas porteur de cette équipe, comme il l'aura été dans son prime à gauche. Là où dès le début, tu pouvais le lancer, balancer au-dessus des défenses. Par contre, avec une équipe qui sait jouer un bec de milieu, des becs d'ailier capables de faire leur travail et leur déstabilisation, il pourra, à mes yeux, s'instaurer comme un 9. Mais pas un 9 à la Haaland, vous m'avez compris. À voir. Par exemple, s'il vient au Real, je pense que à gauche, Vinicius fait son taf à gauche, et lui peut se déplacer librement. Presque dans un profil de Rodrigo quand il ne joue pas à droite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un joueur très libre sur le terrain, sauf que lui, c'est vraiment un mec qui a ses stats, quoi. Donc voilà. Je pense pas qu'il a encore montré
mieux que quand il était à gauche. Là-dessus, on est tous d'accord. Mais, malgré tout, je pense qu'il peut jouer numéro 9 et qu'il avancera petit à petit en étant un numéro 9. On va évoquer maintenant le sujet du Barça, les gars. Xavi, qui explique à la presse, et bien entendu c'est public, et je pense pas qu'en privé à ses joueurs il leur a dit ça, il y a la distinction à faire, il explique que le club est en reconstruction, etc. etc. Girona, ils étaient où il y a 2 ans? Ça c'est un club en reconstruction. Tu peux pas. Pour moi les gars, faut arrêter à un moment donné de... Vous êtes le Barça les mecs. C'est comme quand le Real perd contre une petite équipe et qu'on me dit ouais mais il manque des joueurs. Si je suis armé de 3 mitraillettes et que je perds 2 mitraillettes, il m'en reste une. Mais qu'en face, ils ont qu'un couteau. Qui est plus dangereux? Bah voilà les gars. Quand t'es le Barça, même ton équipe B, elle est capable de prendre les 3 points face à 90% des équipes en Liga. Pareil pour le Real. Pareil pour City. Non, City, j'allais dire pareil pour City, mais en vrai, City, s'ils étaient en Liga, en première ligue, c'est quand même beaucoup plus... C'est différent la confrontation que chaque week-end. Mais le Barça sort quand même de 2 saisons éliminées de Ligue des Champions en phase de groupe, éliminé en Europa League de manière pas propre. Et puis l'année dernière, ils gagnent la Liga. Donc l'année dernière, ils sont plus en reconstruction. La reconstruction... Ok, t'es pas à ton prime, ça c'est quelque chose. Mais dire on est en reconstruction, c'est un peu trop facile. Et c'est un manque de respect aussi. Parce que Xavi, en fait, il se remet jamais en question. J'ai du mal à remettre les coachs en question en disant, faut que ceci... Mais Xavi, si c'était pas Xavi, ça fait bien longtemps qu'il y aurait eu un nouveau coach. Et j'ai un sentiment qu'il y a des choses qui n'ont plus l'air de passer avec les joueurs. Qu'il y a une compréhension des joueurs et qu'il y a une volonté de Xavi qui ne colle pas, qui n'est pas demandée. Xavi ne voit pas ce qu'il demande et les joueurs n'arrivent pas à produire ce que Xavi demande. J'ai comme ce sentiment aussi. Maintenant, Xavi aussi, faut des résultats. Heureusement, l'année dernière, il prend la Liga parce que ça lui a fait du bien. Mais l'année dernière, les gars, ils ont quand même roulé sur la Liga. Ils sont la meilleure défense, je crois, la meilleure attaque. Ils ont le Pichichi et en plus, ils ont le meilleur joueur élu de la Liga. Ils prennent la Liga. À 10 points d'avance sur le Real. Enfin, un moment, les garçons. Tu peux pas me dire, on est capable de prendre la Liga, et on a un effectif de grands joueurs. Parce que là aussi, on attend. Ter Stegen au goal, hein. Top gardien. Joao Félix, Joao Cancelo, top joueur. Araujo, il est vendu par tout le monde comme un monstre. Donc personne peut n'a le droit de rabaisser. Koundé aussi, c'est des top joueurs. C'est des joueurs de très haut niveau, de très grands clubs. Le milieu, les mecs. De Jong, Gavi, Pedri, Gundogan. Tu prends pas le ballon à ces garçons-là, normalement. Lewandowski, l'ancien Pichichi, Rafinha, et t'as une jeunesse, un jeune incroyable qui va grandir de plus en plus, Lamine Yamal. En Liga, t'as ça. Donne-moi des individualités pareilles, au moins dans 6 clubs, 6-7 clubs. C'est pas facile. C'est pas si facile. C'est quoi cette reconstruction? Ça veut dire perdre. Se faire humilier par Gérone? Tranquille les gars, tranquille. Mais remettons en question. Faut assumer des fois. Et lui, Xavi, même en tant que joueur, il était comme ça. C'est un gars, il est toujours habitué à être au-dessus. Dès qu'il est en dessous, il veut pas se remettre en question publiquement. Parce que la meilleure des remises en question, c'est même quand tu l'admets publiquement. Je pense qu'il y a une grosse part de faute de son côté. Et on termine avec Dembélé. Dembouz. Est-ce que Dembélé manque au Barça? Moi je pense, et comme je vous l'ai dit au moment où il est parti, perdre Dembélé, c'est pas le plus gros problème de l'histoire. Ça devient un gros problème si tu perds Dembélé, tu le remplaces pas. Tout comme c'était un problème quand tu perds Neymar, tu le remplaces pas. Tout comme c'est un problème quand tu perds Messi, tu le remplaces pas. Tout comme c'est un problème quand tu perds Suarez, tu le remplaces pas. Tout comme quand tu perds Alves, tu le remplaces pas. Tout comme quand tu perds Busquets, tu le remplaces pas. Enfin Busquets, vas-y, tu vas me dire, il y a quand même un vrai milieu. Les gars, il n'y a pas de miracle. Rafinha, il a des petites fulgurances de temps en temps, il a son petit but de temps en temps. Mais le football, c'est pas Rafinha a mis plus de buts que Dembélé, donc ça veut dire que... Ce serait trop facile, les gars. C'est pas comme ça, le football. Moi, je me dis juste, c'est bizarre. Quand Dembélé était là, Lewandowski, il rayonnait. En tout cas, il était Pichichi. Est-ce qu'il y a un lien? J'en sais rien. Mais l'apport d'un Dembélé pour un attaquant, il est indéniable. Personne ne peut le remettre en question. Dans la difficulté, l'année dernière, le ballon, il allait très très vite sur Dembélé pour faire des tentatives d'élimination, de déstabilisation. Je l'ai dit à maintes reprises, je l'ai répété plein de fois, ce truc-là. Est-ce que Dembélé permet pas aussi à Lewandowski d'être plus confiant? Parce que pour perdre une confiance, faut plein de matchs
dans la difficulté. La différence, c'est que Lewandowski, aujourd'hui, il est servi par beaucoup de joueurs à l'arrêt, des joueurs qui n'emmènent pas un pressing vers eux, donc qui ne créent pas, on va dire, les joueurs qui servent Lewandowski aujourd'hui au Barça, c'est Pedri, Gavi, João Félix, Gundogan, De Jong, mais ces joueurs-là contribuent à un rideau bas. Là où Dembélé, c'est un joueur qui t'élimine des 1-2 joueurs et crée des trous, crée des brèches, et un attaquant, il aime que ça. Je sais pas si vous avez déjà joué attaquant à votre niveau, mais quand vous êtes attaquant et que vous avez à côté des mecs qui arrivent à se faufiler, vous n'avez pas 1 ou 2 joueurs, vous n'avez pas une défense autour de vous qui ne bouge pas. Vous avez des trous, et vous, avec intelligence, vous vous déplacez. Dembélé arrive à faire ces choses-là. Déplacer, casser des défenses, même s'il y a beaucoup de finitions ratées et tout, à côté, l'attaquant peut-être qui vit mieux. Là où, autour de Lewandowski aujourd'hui, même si au présent, il est fautif de ça, mais en arriver à ce présent, est-ce que ça n'a pas est-ce qu'il n'y a pas des miettes de ce que je suis en train de vous dire? Donc, Rafinha, il élimine pas beaucoup, très très peu. Alors oui, il va mettre 3, 4, 5 buts ou 6 buts peut-être de plus qu'un Dembélé, ok. Mais est-ce que Rafinha apporte mieux au collectif et fait grandir cette équipe de plus qu'un Dembélé? C'est ça la vraie question. C'est pas qu'une histoire de stats individuelles sur l'un ou l'autre. Et moi, je pense clairement qu'il y a aussi ce manque à certains moments. Il y a d'autres moments où le système qu'ils ont actuellement ne demande pas Dembélé. Mais il y a des moments où tu sens que ce petit truc qui n'existe pas aujourd'hui au Barça, de moins en moins en tout cas. Et puis un Lamine Yamal, si tu le mettais à City, il aurait fait encore des meilleures performances parce que tu as une équipe dominatrice. Mais quand Barcelone aujourd'hui est mis dans des situations où même un Lamine Yamal qui rentre n'ose pas trop parce que le mauvais geste ferait... ça contribue aussi à la difficulté de ce poste-là. Là où Dembélé, on pourra lui reprocher tout ce qu'on veut, mais il sait déstabiliser. Et ça fait énormément de bien aussi à un attaquant. Ça favorise beaucoup de choses positives dans l'aspect offensif de la zone. João Félix, c'est un joueur hyper fort, hyper intelligent, combine, mais c'est pas le joueur de profondeur qui casse 3 lignes défensives. T'as João Cancelo, quand il est haut, des fois il le fait, ce petit crochet là. Vous voyez hier, là, quand il met le crochet au joueur, après il tape au premier poteau. Il y a des gens qui disent qu'il fallait qu'il fasse la remise à Lewandowski. Ça va trop vite, les gars. Déjà, l'action où tu réussis à mettre ton crochet et après, en une demi-seconde, t'as un gardien, t'as des défenseurs, c'est dur de... Ta priorité, regardez là-bas quand tu viens de réussir un geste qui est excellent. De réussir à éliminer vis-à-vis, aussi proche des cages, un joueur sur un crochet comme ça va trop vite. C'est très difficile de crochet quand tu sais même pas si tu vas le mettre, réussir à l'éliminer, ensuite savoir qu'il y a l'autre. C'est hyper complexe. Bref, João Cancelo, cet apport, voilà, il arrive à déstabiliser sur les côtés et créer qu'il y a des espaces possibles. Dembélé le faisait. João Félix, il arrive à combiner. Pour moi, João Félix, c'est presque un milieu plus haut, presque, qui fait des déstabilisations, qui sait finir, qui sait avoir le bon geste, mais c'est pas le joueur de l'ailier qui part loin et qui tac-tac, il en élimine un, il peut en éliminer 2 et prendre de vitesse, et ça tue les défenses, et dès qu'il commence à partir, l'autre il tire le maillot, ça met des jaunes, ça met des rouges, ça, tu vois, il explose, il crée la zizanie, et ça c'est hyper important dans des clubs. Voilà les amis, sur tout ce que j'avais envie de dire, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.